Bonjour, bonjour. Trois personnes, 10. Sylvia Fogel, bonjour. Valérie Ben, bonsoir. 46. Bonsoir Myriam. Jonathan Taïeb, salut. Comment vas-tu? Jonathan Taïeb, bon ami. Il est chef de clinique à l'hôpital La Pitié, en service du sommeil. Excellent, un futur excellent somnologue. Salut Jonathan. Laurence Benamou, bonsoir. Fabienne Bernheim, bonsoir de Genève. Bonsoir Genève. Nicole Zeytoun, bonsoir. Elisabeth Torgeman, bonsoir. Paul Blin de Cannes, salut Paul, comment ça va? Vous étiez un peu déprimé hier, ça va aller? Ça a été mieux aujourd'hui? Il a fait beau à Cannes. Allez, j'espère que vous allez retrouver le sourire très rapidement. Salut Nina, comment va la famille? Comment va Guilou? Comment va Ruti? Tout le monde va bien? Patrick Lafaux, salut Delat, bonjour Elat. Salut Elat, salut Tunis, Ali Bensmida, bonjour Tunis. Tunis, Elat, Cannes. Tonio Komuri, bonsoir, comment ça va? Toute la famille va bien? Harold va bien? Sandrine Luer, salut, comment vas-tu? Patricia Manou, comment vas-tu? Ça va bien, Patricia? Eliane Boisis, bonsoir. Raymond Rebibo, mon ami, comment vas-tu, Raymond? Oh là là, que ça nous manque, ces cafés à Passy, comme ça nous manque. Bon, bientôt. Philippe Madard, salut, comment vas-tu, Philippe? Cadeau Pro, notre bonne Cadeau Pro, comment elle va? Elle va bien, je sais, elle a partagé sur le groupe. Salut Cadeau, toujours fidèle. Philippe Saban, mon ami de toujours. Comment vas-tu Philippe? Tu aurais pu venir avec nous un dimanche midi, hein. Tu peux laisser tomber un peu le Fontaine, Compiègne ou Saint-Cloud, hein, pour venir avec nous. Amel Latrèche de Tunis, bonsoir Tunis. Je sais que Tunis a commencé à vacciner. Ils ont du Pfizer et ils ont du Sputnik. Dépêchez-vous à Tunis de vous faire vacciner. Ça a commencé. Beaucoup de gens ont commencé à se faire vacciner. En tout cas, le corps soignant a commencé à se faire vacciner. Soldat Turquie à Tunis a reçu le Pfizer. Et mon ami Zouari, la pharmacienne, a reçu le Sputnik. Voilà, les deux, c'est très bien passé. Arline, bonjour. Odika, merci beaucoup Arline. Comment vas-tu Arline? Excellente maison d'audioprothèse Odika. Si vous avez besoin, les oreilles. Joël Haddad, salut. Comment vas-tu Joël? Tout va bien Virginie? Comment vas-tu Virginie? Bon, j'espère que les fêtes de Pâques vont se passer un peu plus sympa que l'année dernière. Philippe Saban, mort de rire. Tu meurs de rire? Ouais, tu nous as manqué, n'empêche. Rémi Tibi, vacciné Pfizer, bravo. On dirait que c'est une victoire de vacciner Pfizer, mais Pfizer, AstraZeneca, c'est très bon aussi, AstraZeneca, ne croyez pas. Philippe Madar, Bold Eagles, Philippe Saban, bien sûr, Bold Eagle. Vainqueur de l'Amérique, prix d'Amérique. Nina Cohen-Koubi, comment vas-tu? Tout va bien? Et que si vous avez besoin d'un nutritionniste, rue d'Aru, d'un coach, si vous avez d'un coach pour vous donner la motivation, elle vous accompagne. Céline Chély, salut. Est-ce que tu es à Paris? André le Bienheureux, lui, il est à Montréal. Bonjour Montréal. Michel Bensadoun, salut. C'est reparti pour la saison 3. Oui, c'est la saison 3, effectivement. Nous sommes dans la troisième vague. Mais grâce à Dieu, la troisième vague, on va réussir à la surmonter. Gilbert Zeytoun, comment vas-tu, mon ami Gilbert? Gilbert, je t'adore. Tu es vraiment un être extraordinaire. J'adore Gilbert. Philippe Saban, Brigitte Berda, Méridi 18e, André Besséilou, mon frère, ophtalmo, rue Rambuteau. Allez, tout le monde va dire, je commence à faire ma pub, Lila Koubi, André Besséilou, Philippe Saban. Mais non, je fais pas de pub, Michel Osé à Saint-Martin, à l'écoute. Bah oui, on est écouté à Saint-Martin grâce à Michel Osé. Elle est là, elle est fidèle, tous les dimanches. Salut Michel, je vois des photos des fois de Saint-Martin, ça fait plaisir. J'ai un très bon ami au Torino qui s'est installé à Saint-Martin, qui s'appelle Lestan. Si vous avez besoin d'un Autorino, il est excellent.
Il était installé avant à La Rochelle, il s'est installé depuis un mois ou deux à Saint-Martin. Et je peux te dire que c'est un excellent otorino. Alexandra Barouche, oui, il faut respecter les gestes barrières, ça peut arriver à tout le monde. C'est vrai, Alex. Céline est à Paris. Bon, bah tu vois, c'est difficile de rentrer à Tunis. Hein. Pour l'instant, tu peux pas rentrer à Tunis. Tu dois rester ici pour partir. C'est vraiment compliqué en ce moment. C'est même difficile de revenir. Donc, il vaut mieux ne pas bouger de Paris en ce moment. Surtout, ne quittez pas Paris. Pour ceux qui m'écoutent, restez tous en France ou à la limite, restez dans l'espace européen parce que c'est très difficile de partir et de revenir. Ne prenez pas de billets. Ne prenez pas de faites pas des dépenses inutiles. Oui, Joël Haddad qui est dans l'immobilier. Si vous avez besoin, vous pouvez joindre par message privé Joël Haddad. Très grand spécialiste de l'immobilier. Voilà, on va dire encore, je fais ma pub. Mais non, je fais pas de la pub, il est très bon. Je veux dire, c'est nul. C'est toujours ça le problème. Quand on dit qu'ils sont bons d'affaires essayer à Tunis, comment ça va? Alors il est temps que vous fassiez vacciner vous aussi à Tunis. Ça y est, ça a commencé. Tout est parti. Je vais parler du vaccin Johnson. Non, je vais pas en parler de vaccin Johnson parce qu'on ne connaît pas encore les premières données qu'on a sur le vaccin Johnson. Ça va nous faire comme l'AstraZeneca, c'est-à-dire qu'il nous donnait un pourcentage de réussite de 60%. Or, on sait que sur la population réelle, les chiffres ne sont pas ça. On a vu pour l'AstraZeneca qui était annoncé à 61% d'efficacité et en fait, sur la population en Écosse, on a vu que son taux d'efficacité était supérieur à 90%, était du même niveau que celui de la Pfizer. Donc ça sert à rien d'en parler, il faut attendre de voir sur la réalité. Et je suis sûr que Johnson donnera d'aussi bons résultats que AstraZeneca et Pfizer. Je suis pratiquement sûr. Laurent Zerbi, Bruno Slama, bonjour, comment vas-tu? J'ai bien aimé ta musique de Goldman, ton post sur Goldman. Martin Bloom, comment vas-tu Martin Bloom, comment allez-vous? Ça va bien, toute la famille, tout va bien? Votre fils, il se balade pas mal, hein, il prend beaucoup l'avion, hein. J'ai vu ça, hein, il envoie les postes, sa femme nous envoie ses postes et vous n'arrêtez pas de voyager, hein. Johanna Longman, salut, comment vas-tu? Bonjour à tes parents. Alors Johanna Longman, je la connais depuis qu'elle est toute petite, je pense même que je l'ai opérée des végétations. Et là, je dis pas quel âge elle a parce que ça me rajeunit pas, hein. Donc Johanna, bonjour. Bonjour à tes parents, ça m'a fait plaisir de les revoir la dernière fois. Ça m'a fait un flashback en arrière de quelques années. Carole Amram, bonsoir. Betty Slama, comment vas-tu? Première injection faite. Bravo. Très bien, grâce au groupe. Betty Saban à Marseille. On est aussi regardé à Marseille. Marc Berda, où tu étais à midi? Ça va pas du tout ce midi, tu nous as abandonnés. Ça, là, ce Marc Berda avait été avec Philippe Saban. Vaccine, Martin Bloom vacciné. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de gens vaccinés sur le groupe, hein. C'est vraiment très bien, hein. Salut Pierre Zeytoun de Elat. Salut Pierre, comment vas-tu? Alors, Elat, c'est la liberté. Ça y est, tous les restaurants ouverts, les vaccinés dedans, les non vaccinés dehors. Mais enfin, tout s'organise en Israël. Vous avez vu, hein, on a mis plusieurs postes pour ce qui se passe en Israël. C'est vraiment incroyable, c'est magnifique. Bravo. Mais eux, ils ne sont pas posés des questions sur les vaccinations. Ils ont vacciné tout le monde. Il n'y a eu aucun effet secondaire. Que Dieu, vraiment, c'était étonnant, cette histoire d'Israël. Aucun effet secondaire. Il n'y a pas eu ni décès, ni thrombose, ni paralysie faciale, rien. Wallo. Il n'y a rien eu. En Israël, personne n'a eu une complication. Ils ont tout mis sous le tapis. On ne sait pas. Pourvu qu'ils vaccinent. En avant-marche, en avant-marche. Ils ont vacciné tout le monde. Ils ne se sont posés aucune question. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Ils ont raison. Il ne faut pas se poser des questions. Il faut se vacciner. Aujourd'hui, c'est un des moyens de sortir de la crise, c'est la vaccination. Faites-vous vacciner. Mohamed Turki, salut Mohamed. J'ai vu que tu étais vacciné, j'étais content pour toi. J'étais content, je crois que tu as fait le Pfizer ou le Sputnik, tu nous diras. Comment vas-tu Mohamed? Ça me fait plaisir de te voir sur nos lignes. Sandra Tartour, comment vas-tu Sandra? Ah, quel kiff Sandra, je te vois, je suis trop kiff. Ah là, madame, il y a toute la bande ce soir, hein, toute l'équipe. Sophie Bouche, comment va votre père? Je me posais la question depuis quelques jours. J'ai plus de nouvelles. Dites-moi comment va votre père. Alors, dites-le moi. Ça me ferait plaisir d'avoir un peu l'évolution. J'espère qu'il va bien. Que tout s'est bien passé avec ces histoires. Vacciné avec Pfizer grâce au groupe. C'est vrai que ce qu'a eu l'idée qu'a eu Cadeau Pro et Rudy Largui de faire de la recherche de vaccination pour le groupe, ça a été une idée géniale. Vraiment, parce que ça a permis à beaucoup de gens qui manipulent pas très bien le Doctolib d'avoir des rendez-vous, soit pour Pfizer, soit pour AstraZeneca, et ça a permis vraiment
d'avancer dans cette vaccination, et ça a rendu beaucoup service aux gens du groupe, et merci à tous ceux qui ont participé. Je crois qu'il y a eu une grande équipe qui s'est mise en marche dans le groupe pour trouver des rendez-vous, et vraiment ça a été très bien. En Tunisie, vous devriez faire la même chose, aider les gens à trouver des rendez-vous pour ceux qui ne savent pas manipuler, parce que je sais qu'il faut taper EDEX-TN sur Google pour avoir des rendez-vous. Et bien, il y a des gens en Tunisie, comme ici en France, surtout les personnes âgées, elles savent pas très bien utiliser l'internet. Et nous, dans le groupe, on a fait ça, je dis ça pour Mohamed Turki, on a fait ça sur le groupe où il y a des gens qui se sont mis à chercher des rendez-vous pour les personnes âgées, pour ceux qui ne savent pas utiliser internet. Et ça a été très productif parce que ça a permis à beaucoup de gens de pouvoir être vaccinés et d'être tranquille. Moi-même, mes parents, c'est Cadeau Pro qui a pris le rendez-vous. Elle a pris le rendez-vous pour les deux. Et vraiment, je leur remercie de tout mon cœur parce que depuis le temps que cette histoire traînait, moi, j'ai pas tellement eu le temps de m'en occuper, ma sœur non plus. Et finalement, c'est Cadeau Pro qui a pris le relais, qui a pris les rendez-vous pour mes parents. Et je leur remercierai jamais assez parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Vodka, oui, bon, Turquie, vodka. Bon, en tout cas, Annie Paul Aloun, bon, comment ça va? Ça va bien? Bon, vous aussi, si, vous êtes vaccinés, bien sûr. Sophie Svar, bien sûr, vous êtes vaccinés. Bon, ben voilà, tout le monde est là. Katia, si bon, elle est là. Bon, alors si Katia, elle est là, c'est bon. Tu es à Paris, tu es en Sicile. Non, tu es à Paris parce que les écoles, il n'y a pas de Sicile en ce moment. Daniel Psyri, faut-il toujours faire attention, même si on est vacciné? Bien sûr qu'il faut faire attention. On peut avoir le Covid, il faut que je vous le rappelle. N'oubliez pas. Quand vous avez été vacciné, vous pouvez avoir le Covid, mais vous ne pouvez pas mourir, en principe. Donc, la vaccination empêche les formes graves et de mourir, mais ça n'empêche pas d'avoir le Covid. J'ai un copain qui m'a téléphoné, il vient d'Israël, il m'a téléphoné, il allait en Belgique. Il me téléphone affolé à 11h du soir avant-hier. J'ai dit, la Belgique, ils n'ont pas voulu croire à ma vaccination. Ils m'ont fait un PCR, j'étais positif. Comment ça se fait que je suis positif? Mais c'est normal que tu es positif. Et tu peux contracter le Covid. C'est pas parce qu'on a été vacciné qu'on n'a pas le Covid. Donc il faut continuer à faire attention. Mais je lui dis, tu vas pas mourir. La preuve, il est pas mort. Je lui dis, tu vas pas faire une forme grave. Il m'a dit, mais je n'ai aucun symptôme, je suis en pleine forme. Je dis, grâce au vaccin. Le vaccin t'empêche de faire une forme grave, t'empêche d'avoir une forme importante. Mais ça t'empêche pas d'avoir le Covid, ça t'empêche pas d'être contagieux. Alors on pense maintenant, moi j'ai écouté Cyril Cohen, qu'effectivement que le vaccin permet de diminuer la contagiosité, mais c'est pas sûr. Donc quand vous êtes vacciné, vous pouvez tout à fait contracter, n'enlevez pas les masques. Parce que vous pouvez contracter le virus et le contaminer quelqu'un qui n'est pas vacciné. Et celui-là, il peut faire une forme grave, surtout en France où tout le monde est loin d'être vacciné. Donc il faut pas lâcher l'attention, c'est très important. Restez vigilants. L'AstraZeneca est un bon vaccin, c'est certain, mais il faut exclure, vous les médecins, les patients qui ont des risques. Bien sûr, l'AstraZeneca est un très bon médicament. Il y a 20 millions de personnes qui ont été vaccinées par l'AstraZeneca dans le monde, ou plus encore, on sait savoir combien de personnes ont été vaccinées dans le monde avec l'AstraZeneca. Rien qu'en Angleterre, il y a 9,7 millions de personnes qui ont été vaccinées avec l'AstraZeneca. Il y a eu 35 caillots, vous savez, les embolies, là, dont on parle tant. 35 sur 10 millions ont été rapportés sur son territoire, ce qui n'est pas supérieur au nombre attendu, c'est un chiffre, 35 embolies sur 10 millions, c'est un chiffre qui peut être dans la population normale. Est-ce que c'est relié au vaccin? On le dit, mais est-ce que c'est sûr? En tout cas, c'est 35 sur 10 millions, c'est pas énorme. En Europe, il y a eu des signalements, une trentaine de signalements d'embolie. Une trentaine, c'est sur toute l'Europe qui a été vaccinée, c'est pas énorme. Dans des pays comme la France, il n'y en a eu aucune. Le Royaume-Uni, les États-Unis, la fréquence de thrombose est égale à la fréquence annuelle de thrombose habituelle. Donc il n'y en a pas plus que d'habitude. L'AstraZeneca est un excellent vaccin. Quand je l'ai dit que c'était un très bon vaccin. On m'a reproché, on m'a dit comment vous avez dit que très bon vaccin, et maintenant c'est la catastrophe. Quelle catastrophe? Qui est mort? Où vous avez vu des morts? Où vous avez vu des blessés? Où vous avez vu... C'est vrai qu'il y a des gens qui ont saigné. Moi-même, dans ma patientèle, j'ai eu une patiente qui a saigné du nez de manière abondante. C'est vrai qu'il y a eu des saignements. Mais je n'ai pas vu des choses beaucoup plus graves. Donc c'est vrai qu'on est quelque part des cobayes, puisque ces vaccins, on connaît pas ces vaccins. Mais qu'est-ce qui vaut mieux? Mourir du vaccin ou mourir du Covid? Vous voulez que je vous dise comment vous mourrez du Covid? Vous voulez savoir ce que c'est mourir du Covid quand vous avez 60 ans? Vous voulez savoir ce que c'est que la réanimation sur le dos, sur le ventre, l'escarre sur le visage? Les tubes partout? Si vous préférez mourir du Covid?
Non, je préfère mourir du vaccin. Mon père, 96 ans. Je lui dis, il voulait pas se faire vacciner. Dangereux, dangereux, dangereux de quoi? Je lui dis, tu préfères mourir du Covid? À 96 ans, si tu as le Covid, t'as une chance d'aller même pas à l'hôpital, peut-être. Peut-être parce que je suis médecin et trop droit à l'hôpital, mais tu n'as aucune chance d'aller en réanimation, tu es sûr de mourir. N'oubliez pas ça. Pour les plus de 80 ans, ils n'ont aucune chance d'en sortir. Aucune. Ils vont mourir du vaccin. Ah, mais les morts de Covid, putain, c'est sûr, c'est mon père, il meurt. Je serais très triste, c'est certain. Dieu merci, il a fait la semaine dernière, il se porte bien. Et ma mère, 87 ans. Mais il faut penser à ça, il faut se dire quelle est la balance. L'AstraZeneca, il y a des troubles emboliques. Bah oui, il y a des troubles emboliques, on prend un risque. Il n'y a pas de bénéfice sans risque. C'est toute la vie qui est comme ça, je vous l'ai dit souvent. Il n'y a pas de bénéfice sans risque. Toute la vie est un risque. Traverser la rue, il y a un risque. La voiture, elle peut passer, vous pouvez partir en l'air. Bon, il y a un risque d'embolie. Mais en tout cas, si vous avez un risque 35 cas sur 10 millions, bon, c'est un risque qui est minime. C'est 0,000060. C'est pas un risque énorme. Donc il faut vous faire vacciner, il n'y a pas de problème, allez-y, foncez, il y en a plein de vaccins en France maintenant. Dans tous les pays, ils sont vaccinés, vous savez combien d'Américains sont vaccinés? La semaine dernière, c'était à 100 millions à la première dose et 20 millions à la deuxième dose. Et vous croyez que tous ces gens, c'est des idiots? Tous ces Américains, tous ces Israéliens, tous ces Européens, tous ces Anglais? C'est tous des débiles? On est plus intelligents qu'eux, vous êtes plus intelligents qu'eux, je suis plus intelligent qu'eux. On est tous logés à la même enseigne, le monde entier est logé à la même enseigne. C'est une course contre la montre, allez-y, il faut se vacciner. Regardez Israël. Elle a fait la course contre la montre, elle a rien dit, aucun mort, aucun blessé, aucune thrombose, rien, tout est très bien. Aucune complication. C'est les seuls qui n'ont aucune complication. Jamais, il y a des complications. Jamais, aucune complication. L'Israël, zéro. Bon, c'est le pays béni des dieux. Pensez-vous, il y a des complications, ils ont rien dit. Ils avancent. Ils vont pas commencer à se mettre des couteaux contre eux-mêmes. Ici, il y en a eu, personne n'est au courant. Moi-même, j'ai une patiente, son père, 90 ans, il a été vacciné en Israël, 4 jours après, il est décédé. Ils lui ont dit, mais il est mort de mort naturelle. Et elle a dit, mais il a été vacciné 3 jours avant. Et alors, quel rapport avec le vaccin? C'est aucun rapport. Ils ont raison, peut-être, ils ont tort, ce qu'il va savoir. En tout cas, c'est tout. Mais c'est eux qui ont raison, il faut avancer. C'est le bénéfice-risque. C'est ça la vie. La vie, c'est le bénéfice-risque. Et dans cette histoire de vaccin, il ne faut pas se poser de questions. Il faut avancer, parce qu'on n'a plus le temps maintenant de se poser des questions et de se dire encore et encore et encore. Et même si vous êtes vacciné, il faut faire attention. Parce que vous savez, c'est très important. Il faut savoir. Je vais vous rappeler quelque chose qui est très... Où se contamine-t-on le plus? Où c'est que les gens se contaminent? Les gens, ils l'oublient, ils pensent qu'ils ont fait le vaccin, ils enlèvent le masque, ils rentrent à la maison, ils enlèvent le masque, ils invitent les parents, les enfants, les grands-parents, tout ça. 45% des patients qui sont atteints du Covid connaissent exactement le lieu et la personne qui les a contaminés. Dans l'étude qui a été faite du 1er octobre au 31 janvier 2021, sur 77 000 personnes, 45% connaissent le lieu et la personne qui les a infectés, la source. Le plus souvent, c'est à la maison. Une source intra-domiciliaire, 42% des cas, c'est à la maison. Le fils, le frère, la mère, le père, 45%. 42%. Après, ça relève de la famille, mais au sens élargi. Tiens, on fait une fête ce week-end, on va inviter les cousins pour l'anniversaire de papy. Et il y a 20 personnes à la maison, sans masque, sans rien. Eh ben là, famille élargie. Famille élargie, 21% des cas. Donc la famille, la cellule familiale, 42% des cas. La famille élargie, 21% des cas. La source professionnelle au bureau. Moi je vois mon fils arrive au bureau, personne n'est masqué. Ils sont 40 dans un open space, personne n'est masqué. Et comment il a attrapé mon fils? Comme ça. Maxime, il a eu au bureau, personne n'était masqué. Un jour, il est rentré, son copain, il était positif, on lui a dit, on va te faire un test. Je me rappelle, c'était un Shabbat. On lui a fait le test, on l'a mis tout de suite dans sa chambre. Il est resté isolé pendant 8 jours. Le bureau, personne ne porte de masque. Sinon, les amis. Allez, un ami, je vais déjeuner, on va ensemble, on va se promener, on va déjeuner ensemble. Même chose, un ami.
Donc voilà les sources de contamination, c'est des sources bêtes. C'est votre noyau le plus proche, ou au travail, ou à la maison, ou aux maisons un peu plus élargies. C'est là que vous allez être contaminé. C'est pas... Les réunions privées avec famille élargie, voilà, il y a marqué, les réunions privées avec famille élargie et amis constituent la circonstance de transmission du virus les mieux identifiées. C'est aussi le cas pour le travail au bureau partagé. Vous voyez pourquoi? Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit, ces experts? Ouvrez les fenêtres. Si vous ne mettez pas les masques, peut-être, c'est très grave, mais bon, ouvrez les fenêtres. De même, les repas, aussi bien en milieu privé que professionnel, sont des circonstances les plus fréquemment rapportées à l'origine de ces transmissions. Bien sûr, les repas, personne porte le masque. C'est pour ça que les restaurants sont fermés, les malheureux, depuis des mois. C'est à cause du fait que quand vous mangez, vous ne mettez pas le masque, mais c'est la même chose à la maison. Si vous invitez 15 personnes, mon copain qui revenait de Bruxelles, il était passé, il m'a dit, j'étais à un anniversaire il y a 2 jours, il y avait 15 personnes à Bruxelles, ou je sais pas quoi. 15 personnes à l'anniversaire, sûrement tout le monde sans masque, en train de manger. Bon anniversaire, et ben voilà. Positif. Il faut ouvrir les fenêtres. Sur 10 000 personnes contaminées en dehors de chez elles, 80% l'ont été à l'intérieur, fenêtres fermées. Retenez bien ça, ouvrez vos fenêtres, les fêtes de Pâques arrivent et je sais que vous allez vous réunir, je le sais. Il faut ouvrir les fenêtres, surtout si vous êtes plus que 6. Ne laissez pas les fenêtres fermées. Si vous êtes réunis en famille élargie, ouvrez les fenêtres, même si vous êtes vaccinés. Pensez à ceux qui ne le sont pas. Il faut penser à eux, ouvrez les fenêtres. Seulement 15% des gens ont été contaminés avec les fenêtres ouvertes. Donc vous voyez que c'est important les fenêtres ouvertes. C'est très important. De même que quand vous avez un enfant, vous avez un surrisque d'être contaminé. Bien sûr, les écoles, on le sait que c'est des sources de contamination. Donc on le sait que les enfants sont des contaminateurs. Donc voilà comment on se contamine. On se contamine dans les repas de famille, les trucs, fenêtres fermées, et aussi malheureusement avec les enfants qui ramènent de l'école. Vous voyez le problème que c'est l'école. Moi, j'avais un patient cette semaine, il me disait qu'il y avait 7 positifs dans la classe de son fils. Il voulait pas fermer la classe. Il a été à l'académie de médecine, j'allais dire, à l'académie de Paris, dans le 19e, pour faire fermer la classe, et il a obtenu. 7 élèves positifs et la maîtresse positive. Et l'école continue de laisser ouvert la classe. Juste les enfants ont été isolés. Il a fait fermer la classe. Il a eu raison. C'est une source de contamination. Quand ils reviennent avec ces contaminations, les copains se contaminent, surtout quand ils vont à la cantine. Ils mangent sans masque. Par contre, les lieux publics, ils ont raison, les lieux publics, il n'y a pas beaucoup de contamination. Dans les métros, les trucs, il n'y a pas beaucoup de contamination. Les seuls endroits des lieux publics où il y a des contaminations, c'est là où les gens enlèvent le masque. C'est-à-dire les salles de sport, les bars et les restaurants. Parce qu'ils enlèvent les masques pour manger. Mais les lieux publics, d'une manière générale, quand vous baladez dans la rue, tout ça, il n'y a pas de gros risque de contamination. C'est des lieux fermés et non aérés. C'est ce qu'on dit depuis le mois de mars, ça fait 1 an qu'on dit ça, mais je le recommence aujourd'hui, parce que c'est très important. Les gens, ils ont oublié que vacciner ne veut pas dire ne pas avoir le Covid, ne pas le transmettre. Il y a peut-être une diminution de la transmission, parce que la charge virale semble moins importante, mais vous pouvez le diffuser. Donc faites bien attention, c'est pour ça qu'en Israël, ils prennent des mesures pour chacun, pour les vaccinés et pour les non-vaccinés. Vous ne pouvez pas agir seulement que pour les vaccinés. Donc voilà ce que je voulais vous rappeler pour comment on attrape le virus. N'oubliez pas, ouvrez les fenêtres. C'est très 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 important. Pour ce qui est le certificat vert. Vous savez que je vous ai dit que le certificat vert, il va commencer à être mis en route. Pour ceux qui sont vaccinés, il faut savoir que ce certificat vert va être mis en route. Et donc, l'ébauche de ce certificat vert commence à se faire, ça va être un QR code. Mais qu'est-ce qu'il y aura sur le certificat vert? Il y aura le nom du vaccin, la date de l'injection, le lot du vaccin, première injection, deuxième injection, les dates. Mais il n'y aura pas que ça. Il y aura aussi
tout votre historique par rapport au Covid. C'est pour ça que c'est très important pour vous de tracer vos documents. Vous savez que ceux qui ont été vaccinés une fois n'ont pas besoin de se faire vacciner deux fois. Je vais y revenir sur ça. Mais il faut que vous ayez des documents pour prouver que vous avez été vacciné, que vous avez eu le Covid. Donc c'est très important aujourd'hui de tracer vos documents, que vous ayez des preuves que vous avez eu le Covid, que vous ayez des preuves que vous avez des anticorps, que vous avez des preuves que vous avez des PCR positives. Il faut garder ces documents maintenant, parce que ça va être utile pour le passeport vert, parce que ça sera contenu dans le passeport vert. Il n'y aura pas seulement les dates de vaccination, il y aura aussi vos antécédents de PCR, la positivité, votre test sérologique, il y aura tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est très important que vous gardiez vos documents. C'est pour ça que je voulais vous alerter ce soir sur cette histoire de passeport vert, parce que je voulais que vous preniez conscience de ça et que vous gardiez vos documents. Surtout ne les balancez pas. Ou si vous les avez balancés, retournez voir vos laboratoires et essayez de refaire un peu votre historique, parce que c'est très important pour vous. Parce que si vous n'avez qu'une seule injection de vaccination, et non pas les deux, vous risquez d'avoir des problèmes pour si vous n'avez pas la preuve que vous avez été vacciné. Donc faites attention et allez-y rechercher tous vos documents. Alors c'est bien sûr un document qui sera gratuit, bien sûr, temporaire, on l'espère. On espère qu'il sera temporaire, que ça va pas durer toute notre vie, cette histoire de Covid. Qui va durer le temps de la crise sanitaire et disparaîtra une fois la crise sanitaire terminée, a précisé la Commission. Il doit garantir la liberté de circulation des citoyens aux États membres, européens pour l'instant et international. La protection et la confidentialité des données de santé seront bien sûr garanties, a tenu à rassurer de son côté le rôle du commissaire européen Thierry Breton. Donc à travers ce certificat, on aura la preuve qu'une personne a été vaccinée ou a guéri récemment du Covid-19 ou a reçu des tests négatifs à son test. Pour une preuve de vaccination, le certificat précisera la date, le type, ce que je vous ai dit. L'Agence européenne du médicament d'ores et déjà approuvé un tel projet, à condition que les vaccins présentés sur ce certificat fassent partie des vaccins autorisés en Europe, c'est-à-dire Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Oxford c'est le même, et Johnson & Johnson. Mais là se pose la question de ceux qui vont faire le Sputnik, pour l'instant qui n'est pas admis en Europe, et le vaccin chinois. Donc là, ils sont en train de discuter, c'est le problème, on m'a souvent posé le problème en Israël, est-ce qu'on pourra voyager avec l'AstraZeneca? Ben nous avons le même problème en Europe, pour les vaccins comme Sputnik, est-ce qu'ils vont être admis ou non? Mais cela ne doit pas empêcher les États membres d'accepter d'autres vaccins, a précisé la Commission, qui ouvre la voie aux vaccins chinois Sinopharm et aux Russes Sputnik. Alors, en Europe, ils vont être obligés, parce que si vous voulez, des pays comme la Hongrie, ils ont fait que du Sputnik. Et ils ont fait du Sinopharm. Donc, si vous voulez, ça va discuter, ça va balancer. Et en Israël, je pense qu'aussi, ils seront obligés d'ouvrir à tous les vaccins. C'est pas possible qu'ils n'ouvrent pas au Sputnik et qu'ils n'ouvrent pas au Sinopharm, au vaccin chinois ou AstraZeneca. Ce sera la même chose. C'est pour ça que ceux qui me posent la question souvent, c'est la question qui revient souvent, est-ce qu'ils vont ouvrir, est-ce qu'on pourra voyager avec l'AstraZeneca en Israël? Bien sûr, vous pouvez voyager. Et vous croyez que Israël va fermer la porte à tous les Anglais? Elle va fermer la porte à 20 millions d'Américains qui ont eu l'AstraZeneca? Parce qu'en Amérique, il y a eu du Pfizer, mais il y a eu beaucoup d'AstraZeneca. Sur les 120 millions de doses qu'il y a eu, vous croyez qu'il y a que du Pfizer et du Moderna? Il y a eu de l'AstraZeneca. Donc bien sûr, ils vont ouvrir les frontières, ils sont obligés. Il y a eu 100 millions de personnes qui ont été vaccinées, il y aura 200 ou 300 millions d'ici la fin de l'épidémie qui seront vaccinés avec l'AstraZeneca. Vous croyez qu'Israël va leur fermer la porte? Ils ne peuvent pas fermer la porte, c'est impossible. C'est la loi du nombre. Donc ils vont être obligés, surtout que c'est des vaccins qui vont prouver leur efficacité. Sputnik, il est excellent. Je vous le dis depuis combien de temps qu'il est excellent? Je vous le dis depuis le mois de juin. Dès que j'ai appris qu'il existait, je vous ai dit, c'est un excellent vaccin. Allez-y. Sidney Perez de Bruxelles, salut Sidney, comment vas-tu? Yves Bitan, comment vas-tu? Corinne Saban, salut. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez l'autorisation de voyager dans tous les pays du monde avec le vaccin que vous aurez en France, ou le Sputnik, ou même le chinois. Il n'y aura pas de problème. Pour ceux qui sont en Tunisie, qui sont vaccinés avec le Sputnik, ils pourront voyager partout dans le monde. Je vois pas comment ils ne pourront pas venir en France, en Europe ou ailleurs, comme ils voudront, et ça, tout le monde pourra voyager comme voudra, parce que c'est le nombre qui fera que l'efficacité des vaccins seront reconnus partout dans le monde. Et ça sera obligatoire. Alors on me dit qu'en Israël, on est obligé d'être en quarantaine pour ceux qui ont été les touristes vaccinés à l'étranger. Mais pour l'instant, on est en quarantaine. Vous voyez pas que la vérité d'hier, c'est le mensonge de demain? Mais bien sûr. Et aujourd'hui, c'est comme ça, bien sûr.
Mais dans un mois, ça ne sera plus. Quand il y aura 300 millions de personnes dans le monde qui seront vaccinées, vous croyez qu'ils vont mettre 300 millions de monde en bidoude, en quarantaine? Ce sera fini. Salut Lille. Bonsoir de Lille. Ktanza Hélène, ma cousine, comment ça va? Alors, bon, donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous faire vacciner par n'importe quel vaccin, tous seront valables pour voyager n'importe où dans le monde, aux États-Unis, en France, en Tunisie, en Israël, au Maroc, aux Philippines, ou que sais-je, ou quoi, à Moscou. Moi, le premier voyage que je vais faire, pas le premier c'est pas Moscou, mais j'ai très envie de retourner à Moscou. Je regrette encore mon voyage l'année dernière en mars, que j'avais mon billet d'avion pour Moscou, j'ai pas pu le faire, j'espère le faire la prochaine fois, avec mon ami Karim Atroun. Mais cette fois-ci, on n'a pas un peu pas. Alors, ça c'était pour le certificat. Alors, une question qui revient très souvent. Est-ce qu'on doit se faire vacciner une fois ou deux fois pour ceux qui ont eu le Covid? C'est vraiment la question que tout le monde me pose la question. Voilà, et moi j'ai eu le Covid, est-ce que je dois faire un vaccin ou deux vaccins? Alors, on sait maintenant qu'une seule dose suffit. Pourquoi on le sait qu'une seule dose suffit? Parce que on sait que quand on fait une vaccination chez un patient qui a eu le Covid, la réaction immunitaire est très forte. Ce sont des gens qui souvent, et je l'ai constaté chez ceux que j'ai vaccinés, qui font de la fièvre, des douleurs musculaires, des trucs. Mais en même temps qu'ils font une réaction physique forte, ils font un taux d'anticorps au plafond. Alors les anticorps Spike, pas les anticorps du Covid. Ils font des taux d'anticorps au plafond. Quand on compare la vaccination, le New England, dans le journal le New England Journal of Medicine, qui confirme que la réaction immunitaire est explosive après l'administration d'un vaccin chez les patients convalescents du Covid-19 et donc séropositifs. Donc ceux qui avaient eu le Covid, pour ceux qui avaient eu le Covid et qui font la première injection. En documentant la réponse sérologique de 67 patients négatifs, donc qui n'ont pas eu le Covid, et 43 patients positifs qui ont eu le Covid, après vaccination avec le vaccin Pfizer. Les auteurs ont pu mettre en évidence une différence très importante après la première dose. C'est-à-dire, on prend ceux qui n'ont pas eu le Covid. Ceux qui ont eu le Covid, on leur fait le vaccin et on mesure les anticorps anti-spike seulement, puisque c'est un vaccin. Donc on s'immunise contre l'anti-spike, contre la protéine qu'on vous injecte. On ne s'immunise pas contre le virus. Et on fait le dosage des anticorps anti-spike. Les auteurs ont pu mettre une différence très importante après la première dose. Chez les patients séronégatifs, donc ceux qui n'ont pas eu le Covid, le taux d'anticorps après 9-12 jours était toujours modeste. Tandis que celui des patients séropositifs atteignent des valeurs très élevées dans les 8 premiers jours. Après la première dose, ce taux est de 10 à 45 fois plus important que les valeurs obtenues chez les séronégatifs. C'est-à-dire que quand vous êtes séropositif, vous faites après un vaccin, une injection, vous faites entre 10 et 45 fois plus d'anticorps que celui d'anticorps contre le virus, contre le spike, que celui qui n'a jamais été infecté. Donc c'est énorme la réaction que vous faites. C'est pour ça que les gens, ils ont de la fièvre, ils ont des douleurs. Moi j'ai eu des réactions fortes, surtout ceux qui ont fait un Covid fort. Ils atteignent encore des valeurs supérieures jusqu'à 6 fois lorsqu'on compare aux anticorps des patients séronégatifs après la deuxième dose. Donc même les vaccins, les patients qui n'ont pas eu le Covid, quand ils font la deuxième injection, ils n'arrivent pas au taux de ceux qui ont eu la première injection, de ceux qui ont eu le Covid après une injection. Donc quand vous avez eu le Covid avec une seule injection, vous avez encore 6 fois plus d'anticorps que les autres qui n'ont pas eu le Covid et qui ont fait 2 injections. La deuxième dose réalisée chez les séropositifs n'avait par contre aucun effet sur le type d'anticorps. C'est-à-dire qu'ils se sont aperçus que quand ils font la deuxième dose chez ceux qui ont eu une fois la dose, ça restait stationnaire. On n'a pas eu encore un boost. Normalement, on aurait dû avoir un boost, donc on voit qu'il n'y a pas de boost. Donc en fait, le vrai boost, c'est la première injection, et la deuxième injection, il n'y a pas de boost. Ces travaux vont dans le sens qu'une seule injection suffirait à immuniser durablement les patients séropositifs. Je pense que cet article est très très clair. Cet article du New England Journal of Medicine est très clair. Vous avez la réponse. Il faut faire qu'une seule injection. Alors j'ai des patients à qui je dis, mais vous savez,
comme il y a l'histoire du vaccination et tout ça, et le passeport vaccinal, et donc j'ai des gens qui me disent, mais comment on fait, tout ça. Si vous faites une deuxième injection, ça n'a aucune importance. C'est pas grave, vous risquez rien, parce que vous n'allez pas augmenter plus votre réaction, vous allez rester au même stade d'anticorps. Donc si vous voulez, pour des raisons de passeport vaccinal, être vraiment carré par rapport à tout ça, vous pouvez faire la deuxième dose, il n'y a pas de problème. Elle ne vous fera rien, pas de bien, pas de mal, vous serez au même niveau. C'est tout. Mais vous aussi, pour le passeport vaccinal, ça sera plus clair. Vous n'avez pas besoin de prouver surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu le Covid et qui n'ont pas de preuve qu'ils ont eu le Covid. Surtout des gens qui ont eu des PCR négatifs, qui ont eu des anticorps très faibles ou pas du tout. Et donc, peut-être que pour certains, il vaut mieux faire les 2 doses et avoir un passeport vaccinal nickel et de toute façon, ça changera pas le problème. Voilà. Donc c'est bien de faire la logique, c'est de faire qu'une seule injection. Si vous en faites 2, ce n'est pas la fin du monde. Mais voilà pourquoi il faut faire qu'une seule injection, parce que la deuxième injection, la première va vous booster de manière énorme vos anticorps anti-spike, et la deuxième ne fera rien de plus. Donc c'est pas la peine de vous casser la tête et de vous poser des questions qui n'en sont pas. Une autre question dont je voulais parler, il y a une polémique en ce moment. Il y a une polémique qui dit que le variant anglais, que en ce moment, les lits de réanimation augmentent plus vite que les lits d'hospitalisation pour le Covid. Et j'ai écouté des médecins qui disent, oui, le Covid, il y a 2 raisons possibles. La première, c'est que le Covid anglais, le variant anglais est plus dangereux, mais aussi on dit que, j'ai entendu que, vous savez, l'ours qui a vu l'ours, qui a vu l'ours, qui a vu l'ours, l'histoire de l'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'ours, c'est quelqu'un qui ramène l'histoire. Et quelqu'un à la télé dit, l'on m'a dit que les médecins faisaient exprès de mettre les médecins malades en réanimation. Ils avaient changé les critères d'admission en réanimation pour que les réanimations soient pleines plus vite, et comme ça force les gens à mettre un confinement, et pousse le gouvernement à mettre un confinement. C'est les médecins qui veulent que les gens soient confinés parce qu'ils veulent plus avoir de maladies. C'était un bruit qui courait, que j'ai même entendu à la télé. Donc il y a ce petit bruit de fond, l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, qui a vu l'ours, qui a vu l'ours. Enfin bref. Qu'en est-il en fait? Est-ce que c'est vrai que les réanimations en ce moment se remplissent plus que les lits d'hospitalisation? C'est-à-dire que les gens passent tout de suite à une forme grave. Il reste très peu de temps en sas de réanimation. C'est-à-dire que normalement, quand vous avez un problème, on monte progressivement en oxygène. On commence à la maison avec 2-3 litres. Si ça va mal et que le taux d'oxygène est trop faible, on hospitalise. Ils ont des capacités d'oxygénation plus fortes. Ils montent à 10 litres, 12 litres, 13 litres, 15 litres, toujours dans une unité de médecine normale. Et quand on doit monter à 50 ou 60 litres, on passe en réanimation. Et je me suis posé la question, pourquoi ce 50-60 litres ne peut pas se faire dans les lits normaux? Je sais pas, je ne suis pas suffisamment expert dans la réanimation pour vous répondre. Mais, en tout cas, aujourd'hui, les 50-60 litres, on les passe en réa pour qu'ils soient prêts éventuellement à une intubation. Donc, je me suis posé la question de cette question. Mais bon, pour en revenir à l'histoire est-ce qu'il y a plus de cas? Or, il s'avère aujourd'hui, malheureusement, que le variant anglais est plus grave que le variant, et le taux de mortalité avec le variant anglais est plus important que le taux de mortalité avec l'original. Alors, je vais vous dire, c'est toujours les Anglais, les Anglais magnifiques, toutes les études viennent d'Angleterre. Jamais j'aurais cru que l'Angleterre allait être comme ça dans cette crise du Covid. Je ne pensais, moi qui étais sûr, parce que nous en France, on voit tous les malades, tous les Français qui sont installés en Angleterre viennent se soigner en France. Pour nous, on avait la meilleure médecine. Pour tous nous, les Anglais, ils étaient nuls. Mais je vous dis franchement, pas nuls, mais il y avait une élite qui était soignée par des services privés de haut niveau, et le reste, c'était moyen. Mais quand je vois les études médicales qui sortent en Angleterre, je demande où sont les études françaises. Vraiment. Donc c'est encore le British Medical Journal qui confirme nos craintes quant à sa virulence. Les auteurs sont occupés d'une cohorte de 109 000 patients. Covid-19, et à différencier entre ceux qui étaient avec le variant ancien et ceux qui étaient avec ce qu'on appelle le variant historique maintenant, et ceux qui étaient avec le variant anglais. Et les critères d'évaluation étaient la mortalité au 28e jour. Donc ils ont pris sur 107 000 patients, il y en avait Il y avait 54 000 qui avaient le variant historique
et 54 000 qui avaient le variant anglais. Et ils ont suivi l'évolution de ces patients sur 28 jours. Et sur quoi ils ont donné le critère de gravité? C'est sur la mortalité au 28e jour. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont constaté une surmortalité dans les patients infectés par le Covid-19, le variant anglais. Cette surmortalité représente 2,5 à 4,1 décès supplémentaires pour 1000 cas de Covid. Donc c'est énorme quand même. L'excès de surmortalité survenait à 14e jour d'évolution de la maladie. La charge virale était plus importante chez les patients infectés par le variant anglais, mais cette différence ne pouvait pas entièrement expliquer l'excès de mortalité. L'âge était le facteur de risque le plus important dans les deux groupes. Cette constatation est peut-être un élément d'explication devant la constatation d'une progression moins rapide des hospitalisations classiques comparées aux hospitalisations en réanimation. Donc voilà comment ils expliquent, eux, les Anglais, que les cas de réanimation sont plus importants. C'est pas du tout une histoire de changement de niveau de réanimation, pas du tout. C'est que le variant anglais, il est tout de suite plus important et tout de suite plus grave, et que le nombre de graves, comme il est encore plus contagieux, il y a encore plus de patients, donc il y a encore plus de formes graves, et c'est ça qui fait que nos lits de saturation sont saturés. C'est uniquement du fait que le variant est plus contagieux, et ça, Cyril Cohen nous l'a dit. Souvenez-vous de Cyril Cohen quand on a fait les premières interviews avec lui. Il nous disait, méfiez-vous du variant anglais. Il va toucher les gens plus jeunes. Israël a eu son pic 2 mois avant nous. Ils ont eu la même chose. Comme les Italiens, on les a pas écoutés. Les Israéliens, on les a pas écoutés. On n'écoute personne en France. Il nous avait dit, Cyril Cohen, il nous avait dit, faites attention, s'il touche plus de jeunes, et on voit qu'en réanimation, l'âge a beaucoup rajeuni. Il touche les jeunes, il touche les femmes enceintes, et il est plus mortel. Il nous l'avait dit, il nous avait prévenu, mais on n'écoute rien, comme d'habitude. Peu importe, continuons. Allez, voilà les courbes. Vous voyez la courbe? Ça, c'est la courbe de mortalité. Vous voyez qu'au 14e jour, la souche historique et le taux de mortalité de l'anglais. Vous voyez que le taux de survie au 14e jour est beaucoup moins important avec l'anglais. Ça, c'est le taux de survie au bout de 28 jours. Vous voyez qu'au 14e jour, la courbe se casse. Et ceux qui ont le variant anglais, ceux qui ont le variant historique, on a une durée de vie qui est plus importante. Et ceux qui ont le variant anglais, ils ont une mortalité plus importante. Donc vous voyez tout ça, malheureusement, les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges d'hier. Aujourd'hui, on peut faire des études, on peut le prouver, C'était quand Cyril Cohen nous l'avait dit, c'était pas étudié. C'est toujours le même problème. C'était son intuition, c'était sa connaissance de médecin, d'homme de terrain qui le faisait subodorer. Mais maintenant, on a les preuves, on a les chiffres, on le voit. C'est pour ça que c'est très important. Franck Lamy, salut, comment vas-tu? Donc c'est très important tout ce que je vous dis. Pourquoi? Parce que vous savez, il faut faire encore plus attention. Méfiez-vous de ce variant anglais, c'est lui qui sévit. On doit tenir encore 1 mois. Faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner. Parce que ce variant anglais, il est plus dangereux, il est plus contagieux. Voilà ce que je voulais vous dire pour le variant anglais. Alors une autre chose où on me pose la question, c'est les gens qui ont eu le Covid et qui doivent se faire opérer, par exemple, d'un genou, d'un pied, ou de se faire opérer de n'importe quoi. C'est vrai que c'est une question qui n'a pas été souvent soulevée, mais qui, à mon avis, mérite quand même un éclaircissement. Il mérite que vous sachiez quand même, pour ceux qui doivent se faire opérer de n'importe quoi, qu'il y a des règles à suivre quand vous avez eu le Covid. On a vu que dans les suites, si on fait une intervention chirurgicale dans les suites immédiates des Covid, on a vu que les complications étaient très importantes et très nombreuses et que les suites se passaient très très mal. Et donc, on a commencé à vouloir estimer à combien de temps on pouvait opérer les gens sans qu'il y ait d'effets péjoratifs de cette chirurgie. Et le travail a inclus 140 000 personnes dans 116 pays différents. Et on a vu quelles étaient les complications et à combien de temps elles se faisaient. Les chercheurs ont constaté, après ajustement,
une surmortalité des patients Covid-19 opérés par rapport aux patients non infectés lorsque l'intervention était pratiquée moins de 2 semaines après le Covid. Donc moins de 2 semaines après le Covid, il faut éviter de vous faire opérer. Bien sûr, si vous avez une appendicite, vous n'avez pas le choix, il faut aller se faire opérer l'appendicite, sinon vous allez mourir d'appendicite. Moi, si vous faites opérer, vous avez une chance de ne pas mourir. Mais si vous avez une intervention programmée, si vous la faites dans les 15 jours qui suivent votre Covid, c'est pas bon. Du tout. Pour un délai compris entre 3 et 4 semaines, il y a 4% de mortalité en plus. Donc, dans les 2 premières semaines, il y a 4% de mortalité en plus, 4,1. Dans les 3 et 4 semaines, on a 3,9. Pour un délai de 5 à 6 semaines, on a 3,6% de mortalité. Et le niveau de complications rejoint ceux qui n'ont pas de Covid au bout de 7 semaines. Donc il faut retenir ce chiffre. Si demain vous devez vous faire opérer, pour une raison quelconque, de l'orthopédie, d'une hernie, que sais-je, n'importe quoi qui n'est pas urgent, quelque chose qu'on peut opérer à froid, qu'on peut programmer, il faut attendre 7 semaines après votre infection du Covid pour pouvoir être opéré. Si vous vous faites opérer trop rapidement, vous avez plus de chances d'avoir des complications de l'intervention. Donc ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut savoir. Je voulais vous le dire parce que c'est quelque chose dont les gens ne se méfient pas. Ils pensent que le Covid n'a pas d'influence sur une éventuelle intervention. Eh ben non, il y en a. Il y a une influence et donc il faut faire attention. Si vous êtes Covid, il faut vraiment faire attention de ne pas se faire opérer dans les 7 semaines qui arrivent. Essayez de vous faire opérer le plus loin possible de ce Covid. Alors, il y a aussi une autre chose que je voulais éclaircir. Il y en a qui disent que l'épidémie de Covid n'a pas existé. Il n'y a pas eu plus de morts, il n'y a pas eu de trucs, c'était une grippe, il n'y a pas eu de morts. Tous les chiffres du gouvernement sont faux. Bon, malheureusement pour eux, mais malheureusement pour nous aussi. Les chiffres de l'INSEE, donc les chiffres officiels de statistiques françaises, ont rejoint les chiffres du gouvernement. Et quand on prend les chiffres de mortalité dans l'année, en 2020, le nombre de décès a augmenté de 9% par rapport à 2019. Cette augmentation correspond à 55 000 décès supplémentaires. Donc sur l'année 2020. Donc de mars à décembre 2020, 55 000 décès supplémentaires. C'est exactement le chiffre que nous avait donné le gouvernement, puisque là maintenant malheureusement on est à 100 000. Mais c'est à peu près les mêmes chiffres. Donc vous voyez que le gouvernement n'était pas menteur, qui donnait pas des chiffres pour alarmer. C'était la réalité. Quand Salomon, le malheureux, il venait sur le plateau en disant il y a eu 400 morts, 300 morts, 1000 morts, il ne reflétait que la réalité, puisque maintenant les chiffres sont sortis, et que maintenant on sait que c'est la réalité, que c'est vrai. Le nombre de décès a été important en France, surtout au printemps, donc en mars, avril, mai, et à l'automne pour la deuxième vague. En fait, les chiffres de l'INSEE rejoignent les 2 vagues qu'on a eues précédemment. Ça correspond parfaitement aux vagues épidémies de la Covid, et en dehors de ces périodes, le nombre de décès a été légèrement inférieur aux années passées. Dans la quasi-totalité des pays européens, les décès ont augmenté en 2020. Si la France, elle a augmenté de 9% de décès, il faut voir que en Espagne, en Belgique, en Pologne et en Bulgarie, la hausse de décès est de 15%. La Tchéquie, la Slovénie, la Lituanie, le Royaume-Uni et l'Italie, c'est 14% d'augmentation de décès. Ça, c'est les chiffres de l'INSEE, c'est pas les chiffres que donnent les gouvernements. Donc vous voyez que ceux qui disent que c'était une grippette et que tous les chiffres étaient tronqués et qu'on nous a manipulés et tout ça, eh ben non, c'est faux. On nous a pas manipulés, et c'est l'INSEE qui sort les chiffres. Mais comme je vous dis, dans cette histoire de Covid, il faut toujours attendre la fin pour avoir les données. Enfin, la fin, il faut toujours attendre un long moment avant d'avoir les données. Parce que quand on est dans le feu de l'action, on peut pas le savoir. C'est après qu'on le saura. À l'inverse, la mortalité est restée assez proche des normes en Suède, dans les pays baltes et scandinaves. Et elle n'a faiblement augmenté qu'en Allemagne et en Slovaquie.
Donc vous voyez qu'en France, on est au milieu, 9%. Je vous ai toujours dit, la France en sort à peu près bien, à peu près moyen. On est moyen. On n'a pas été brillant, on n'a pas été nul. Mais vous voyez, l'Angleterre, quand même, ils ont 15% de décès, quand même. Ça n'a pas été une grande victoire, quand même, pour eux, hein. Enfin, autre chose. Alors, je vous ai souvent dit, je vous ai souvent parlé du groupe sanguin. Alors, je vais revenir sur le groupe sanguin parce que, comme vous voyez, on avance. Des choses qu'on subodorait, qu'on constatait, on faisait des statistiques, on disait, tiens, il y a moins de O positifs dans les réanimations, il y a plus de A. On disait tout ça, mais on ne le savait pas, on n'avait pas la preuve. Maintenant, on sait pourquoi. On a compris. Ce que je vous ai dit, c'est qu'à la fin qu'on comprendra depuis le début. Mais sur le moment, on ne sait pas. On sent les choses et les statistiques le montrent. Mais maintenant, on a la preuve scientifique. C'est quoi la preuve scientifique? C'est que ceux qui ont un groupe, dans le groupe, quand vous avez un groupe sanguin, au niveau des cellules pulmonaires, vous avez des antigènes de ce groupe sanguin. C'est-à-dire que vous avez des marqueurs sur les cellules pulmonaires. Il y a les récepteurs HCE, ACE qui réceptionnent qui sont sur lesquels la protéine spike se fixe, mais il y a aussi des antigènes qui sont dus à votre groupe sanguin. Et en fonction de votre groupe A, B ou O, vous avez des antigènes différents. Et on a remarqué que malheureusement pour les groupes A, le virus s'accrochait parfaitement à cet antigène. Et donc, quand le virus arrive chez un patient qui est A, il a deux pôles de fixation. Il a le pôle du virus, de la protéine spike, mais il a aussi ce protéine spike qui se fixe sur une partie des antigènes de ce groupe A. Et donc, il a deux points d'attache, et donc il pénètre mieux dans le corps, dans les cellules pulmonaires. Donc c'est ça le problème du groupe. Pourquoi on disait certains groupes sont avantagés par rapport aux autres. Parce qu'on a vu maintenant, on sait pourquoi. On sait que le virus s'accroche mieux sur les groupes A que sur les groupes B et les groupes 0. Donc c'est pour ça qu'on a une surmortalité du groupe A. Voilà l'explication. Vous voyez que tout va finir par s'expliquer dans cette histoire de Covid. Même si on commençait un peu à l'aveugle, tout va commencer à s'expliquer. Donc voilà l'explication du groupe A. Tout ce qu'on disait depuis, je vous l'ai dit 4 fois, 5 fois, que les groupes O étaient moins atteints que le groupe A et AB. Mais je savais pas pourquoi. C'était des statistiques. Quand on fait des statistiques, on voit que malheureusement, c'est le groupe A qui est touché le plus, AB après. Maintenant, on sait pourquoi. Parce que le virus se fixe sur les antigènes. Ça a été modélisé, ça a été prouvé scientifiquement. Donc maintenant, on le sait. Paul Blanc, il dit malheureusement, je suis A. Bah oui, mais faites attention. Raison de plus pour se cacher. Raison de plus, il faut tenir encore peu de temps. Faites-vous vacciner et après, vous restez masqué. Et si Dieu, grâce à Dieu, là, ça fait 1 an qu'on résiste et qu'on tient le coup, il faut tenir encore quelques temps. C'est pas grave, c'est pas très grave. Et c'est mieux de savoir qu'on est un peu plus fragile. Mais ça veut pas dire que des A qui meurent. Mais alors, il y a des tout qui meurent, hein. Il y a pas que des A, mais le A, c'est prépondérant. Et il y a des groupes O qui meurent, il y a des groupes AB qui meurent, il y a des groupes B qui meurent. Il y a de tout. Mais, disons que ça se fixe de manière prépondérante. Ça veut pas dire que tous les groupes A, ils vont mourir. J'ai pas dit ça. Faut pas croire ça. Non. Il faut pas exagérer, il faut écouter et pas extrapoler et faire des conclusions hâtives. Faites attention, tout le monde le savait, de toute façon, cette histoire de A. J'ai rien inventé, j'ai pas trouvé une nouveauté, je vous l'ai dit 4 fois ou 5 fois depuis le mois de mars, mais là, je vous donne l'explication scientifique, pourquoi c'est le groupe A qui est le plus atteint. Le B+, c'est moins. AB, c'est moitié, puisque c'est A surtout. Voilà, donc Pessar Covid. Non, pas Pessar Covid, on va faire un bon Pessar si Dieu veut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, alors ça c'était lui. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors il y a eu un nouveau traitement. Je vous ai toujours dit que la fin de cette épidémie ne partira pas qu'avec le vaccin. On sait que ça partira pas qu'avec le vaccin. Il faut continuer les gestes barrières et tout ça. Mais ça partira aussi grâce à certains traitements. Et là, la l'HAS a autorisé quelques traitements, un nouveau traitement à être utilisé. C'est le traitement, vous savez, avec les anticorps, le fameux traitement de Trump, qu'a eu Trump en Amérique quand il a été malade. On lui a injecté des anticorps et apparemment il avait fait une forme beaucoup plus sévère que ce qui n'a été dit. Et effectivement, il s'en est sorti de manière magnifique. Et donc, ça vient d'être autorisé en France. Alors c'est quoi? Alors que la vaccination contre
Covid devrait s'accélérer en France, la recherche d'un traitement contre le virus est encore nécessaire afin d'éviter les hospitalisations. Dans cette course à la recherche, les anticorps monoclonaux, donc ça je vous en ai parlé déjà 2-3 fois, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais maintenant, ça a été admis à l'hôpital. C'était des traitements qui étaient supposés pouvoir agir, qui ont été essayés en Amérique, tout ça, et maintenant, la Haute Autorité de Santé autorise, d'ailleurs je sais qu'aujourd'hui, j'ai eu une patiente dont le père ou le frère ou le mari est en réanimation, et elle m'a dit qu'effectivement, le beau-frère, je crois, a pu bénéficier de ce traitement. Alors, les anticorps monoclonaux semblent bien partis. Après l'Allemagne qui a commandé 200 000 doses de ce produit pour des expérimentations, la France va à son tour se tourner vers ce traitement. Ainsi donc, lundi 15 mars, l'Agence nationale de sécurité médicale annonçait avoir autorisé sur le territoire l'utilisation de 2 traitements à base d'anticorps monoclonaux. 2 traitements très innovants qui avaient déjà été évoqués le 25 février dernier par Olivier Véran lors d'une conférence de presse. L'Agence nationale de sécurité des médicaments a accordé ce qu'on appelle une autorisation temporaire d'utilisation des anticorps pour limiter le risque de survenue de formes graves chez les personnes dont l'état de santé les expose à des risques particulièrement élevés. Donc voilà des nouveaux traitements qui rentrent, et si la Haute Autorité de Santé les approuve, c'est que aussi, non, le plasma convalescent pour certains patients, non, ça marche pas. Ça, les études ont montré que les plasmas de convalescents, ça n'a pas marché. Ça, c'est des anticorps monoclonaux de synthèse, qui sont faits par le laboratoire Lilly et par un autre laboratoire, et qui sont beaucoup plus efficaces que les anticorps des convalescents. Ça marche pas du tout, et ça a été prouvé, et ça a été annulé. Et voilà. Donc, la France a commandé des dizaines de milliers de doses de ces anticorps. 83 centres hospitaliers ont reçu des milliers de traitements qui pourront commencer à être administrés avec prudence dans un cadre hospitalier pour les patients âgés ou des patients qui ont des troubles d'immunité. Le principe de ces traitement est d'imiter les réponses immunitaires en reproduisant l'action des anticorps bloquant l'entrée du virus, une sorte de vaccination passive. C'est ce que je vous avais dit déjà la dernière fois. C'est quoi le principe? C'est que comme vous n'avez pas eu le Covid et que vous faites dans une forme grave et que vous n'avez pas eu le temps de faire des anticorps puisqu'il faut 21 jours pour faire les IgM, et les IgG, et donc on vous injecte des anticorps qu'on a fabriqués, et ces anticorps vont aller lutter eux-mêmes contre le virus. C'est comme une immunité passive. C'est-à-dire que comme vous n'avez pas des anticorps, on va vous en faire des injections d'anticorps, et donc ces anticorps vont vous servir pour vous battre contre le virus, et c'est un traitement qui est très, très, très souvent fait aux États-Unis. Et c'est un traitement qui va avoir lieu ici en France. Et maintenant, c'est une vaccination administrée par intraveineuse tous les 3 ou 5 jours après les premiers symptômes et permet d'éviter les hospitalisations et les complications. Alors le problème de ces injections, c'est l'injection vaut 1 000 euros. Mais on s'en fout que ça vaut 1 000 euros. Prenez la foutre. Il faut 1 000 euros. Ça nous a coûté des milliards de dollars, ce Covid. Des milliards de dollars, ça nous a coûté à la France. 1 000 euros de plus. Vous savez combien coûte une journée d'hospitalisation en réanimation? 4 000 euros. Vous vous rendez compte tous les cas de Covid qui sont en réanimation et des mois et des mois et des mois? C'est des milliers d'euros, des millions d'euros. 1 000 euros de plus, 1 000 euros de moins. Qui c'est qui parle de 1 000 euros? C'est fini, c'est terminé cette histoire. On n'est plus à 1 000 euros. On a pété les plafonds des euros. Il n'y a plus d'euros, il n'y a que des plafonds. Ah, c'est fini, 1 000 euros la dose. Il dit, ah, c'est cher, c'est 1 000 euros. Mais que ça s'en fout que c'est cher. Big Pharma, ils s'enrichissent. Mais que ça s'en fout qu'ils s'enrichissent. Parce que je veux, c'est guérir le monsieur. C'est comme les histoires. Tout est une histoire d'argent de Big Pharma. Mais pourquoi? Ça a toujours existé, Big Pharma. Quand vous prenez vos comprimés pour de Doliprane, c'est qui l'a fabriqué? C'est Big Pharma. Alors vous prenez pas Doliprane, vous restez avec les maux de tête pour pas donner de l'argent à Big Pharma? Ou quand vous avez du cholestérol, vous prenez pas vos médicaments? Ça coûte 1 000 euros, eh ben ça coûte 1 000 euros, tant pis pour les 1 000 euros, et c'est tout, et on est enfoncé jusque-là, de toute façon. On verra après le problème économique, les morts économiques arriveront. Bon, enfin voilà, tout ce que je voulais, vie vaut bien 1 000 euros, mais elle vaut 10 000 euros, Esther Jakubowicz. Bien sûr qu'elle vaut 1 000 euros. Qu'est-ce que c'est 1 000 euros par rapport à votre vie? Mais c'est zéro, un crachat, rien du tout. C'est vrai, dis-moi, c'est 1 000 euros. On s'en fout de 1 000 euros, qu'est-ce qu'il a avec ces 1 000 euros? Voilà, donc ne les écoutez pas. Ça va se faire en France, ils ont pris, je sais pas combien de doses, ça va se faire en France, donc vous voyez qu'il y a quand même des traitements. La vaccination est en train de bien démarrer en France, les traitements sont autorisés, tout va aller pour le mieux, mais il faut tenir. La situation en ce moment, on est en plein 3e vague. La situation n'est pas facile. Moi, j'étais à l'hôpital encore mercredi dernier. Je vous dis pas, c'était l'horreur, c'était affreux.
Par contre, il faut dire qu'à la Ribosière, ils n'ont pas arrêté encore leur programme opératoire. Par contre, mon copain, le patron de l'hôpital Foch, m'a dit qu'ils avaient arrêté. Eux, ils ont enfin arrêté d'opérer pour laisser les lits libres pour la réanimation, pour les Covid. Donc la situation est un peu tendue. Faites très attention, rien n'est fini. Mettez vos masques, mettez du gel, ouvrez les fenêtres, faites attention à vous. Bientôt il y aura pour les Israélites les fêtes juives de Pessah, pour les catholiques les fêtes de la Pâque. Faites attention si vous réunissez, soyez tous attentifs, ouvrez les fenêtres, essayez de rester masqués, essayez d'inviter que des gens sûrs. Faites attention à vous, ce n'est pas fini. Dimanche prochain, c'est fête. Je ne pourrai pas intervenir à 19h. On essaiera de faire un live le mardi d'après. Je vous souhaite à tous, pour les juifs et les chrétiens, d'excellentes fêtes de Pâques. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une très bonne semaine, de très bonnes fêtes, une bonne spiritualité. Et n'oubliez jamais, ensemble on est plus fort. Je vois qui c'est qui voulait intervenir. Rien de mis. Allez, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ensemble on est plus fort. Bye.